bonsoir. Voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation. Quand on a fait le programme de 2023, on s'est demandé quelles questions d'actualité pouvaient avoir besoin d'éclairage, de réflexion, d'échange entre nous. Et on a pensé que la question de l'accueil de l'étranger, des questions qui nous concernent à différents titres d'ailleurs, les uns et les autres, et que, compte tenu de l'actualité législative, il était peut-être bon qu'on s'éclaire les uns les autres et qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Ces deux soirées-là qu'on a programmées. Voilà, donc si vous êtes là, c'est que je pense que vous vous sentez à la fois concerné, interpellé, avec peut-être des questions, des choses qui débattent dans nos têtes et dans nos cœurs. Voilà, donc je vous remercie beaucoup Pascal et Paul d'avoir accepté notre invitation à venir un peu apporter leur expérience et la compétence qu'ils ont en la matière. Je les laisserai se présenter pour dire un peu à quel chose ils parlent. Et puis merci à la d'avoir accepté de témoigner. Vous verrez qu'il a un parcours, alors je crois que pas mal d'entre nous le connaissent, mais je pense que là aussi son expérience va être intéressante et va nous parler. Voilà. Et voilà Françoise. On commence. Françoise. Donc, à vous. Alors, je vais me présenter très rapidement, Paul Israël, je suis Pascal. Voilà, enfants, petits-enfants. Je suis diacre également de la Mission de France et je suis sur le secteur de Corbeil-Essonnes. Et juste vous dire, je suis, aujourd'hui, ce qui m'occupe le plus, c'est deux structures associatives. L'une qui fait partie de là où j'ai été envoyé, c'est-à-dire d'accompagner ceux qui galèrent pour trouver du boulot sur le secteur de Corbeil. Donc on a créé, un réseau d'accompagnement des chercheurs d'emploi depuis 6 ans, avec un autre chrétien très engagé, et on est à peu près une dizaine d'accompagnateurs maintenant aujourd'hui, et on couvre les 11 paroisses du secteur pastoral catholique de Corbeil-Essonnes. Et puis, et dans le cadre de ce réseau, nous accompagnons beaucoup de migrants, puisqu'on a fait le choix il y a un an d'accueillir y compris les sans-papiers. On s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de lieu pour être accueillis. Et on a décidé de les accueillir. Et puis, avec Pascal aussi, on est pas mal impliqués. Alors ça remonte à plus de 10 ans, ou 15 ans. On est dans une association qui accompagne des familles qui vivent dans les bidonvilles. Et c'est essentiellement la population roumaine. Voilà. Donc c'est des familles qui viennent essentiellement de Roumanie, et pour lesquelles on a vécu, un certain nombre d'épisodes, difficiles il y a quelques années. Ça va un petit peu mieux, mais c'est pas réglé. Moi, c'est Pascal, et vous avez dit plein de choses. Là, il y a quelques mois, je viens de finir 6 ans de présidente du Secours catholique de l'Essonne. Ce qui m'a donné l'occasion d'avoir aussi une vue un petit peu globale sur les questions de précarité dans notre département. En introduction, je dirais que ces 2 soirées sur le thème des migrants, des étrangers, c'est un thème qui colle à l'actualité, mais pour lequel on entend tout et n'importe quoi. Aussi, je vous propose ce soir de commencer par prendre du recul, chercher à comprendre ce phénomène de migration en France, son histoire, sa réalité, se donner quelques chiffres,
voilà, des repères. Et pour un peu faire ce travail, on s'est pas mal appuyé sur François Héran, qui est un professeur du Collège de France, qui travaille ces questions depuis une bonne trentaine d'années. D'ailleurs, on vous a photocopié un article qu'il a écrit. Voilà, pour avoir une vue, alors ça va être peut-être un peu abstrait, un peu, voilà, des définitions, mais on se dit que on ne peut pas se perdre. Il y a tellement de gens qui font de près du flou, qui mélangent les demandeurs d'asile, les migrants, voilà, et si on veut parler clairement, il faut qu'on ait une vision claire et précise de ce qu'on met sous chaque terme. Voilà, donc ça va être la première partie. Après, nous écouterons Soulet, qui lui a une expérience de la migration, aussi une expérience de l'accompagnement de migrants par son expérience professionnelle. Et la seconde soirée sera davantage orientée sur la place de l'étranger dans la Bible, dans l'histoire des chrétiens. Aujourd'hui, être étranger, les difficultés pour obtenir un titre de séjour, ce parcours d'obstacles assez terrible, les évolutions de la loi, on verra où on en sera à ce moment-là, et puis différentes initiatives qu'on peut entendre ici et là et partager un peu voilà, ce qu'on peut faire et voilà un petit peu comment on essaie de découper l'ensemble de ces deux soirées. Donc notre première question, ça va être l'immigration. Est-ce que c'est un phénomène... Est-ce que je gêne? Est-ce que oui? Le bas. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur le côté. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un PowerPoint si c'est pour que... Pardon. Et puis vous pouvez poser toutes les questions de vous. Oui, Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que l'immigration en France, c'est quelque chose de nouveau? Eh bien, en fait, dans les documents qu'on a trouvés, c'est mentionné comme tel à partir du 19e siècle, des Belges, des Italiens, donc des gens des pays autour, qui viennent travailler notamment dans la sidérurgie et dans le secteur agricole, essentiellement en Île-de-France, où il y avait un besoin important de main-d'œuvre. Après les années 20-30, là, c'est des Espagnols, des Italiens, parce qu'il y avait une grosse famine en Italie. Fascisme. Comment? Le fascisme. Oui, c'est un tout petit peu après, mais vous savez. Enfin, entre 20. La Pologne aussi, beaucoup dans les mines du Nord, dans la filature, le textile, et puis l'industrie d'une manière générale. Et après, on a donc bon, les parenthèses de la Seconde Guerre mondiale. Et après, eh bien, il faut reconstruire la France. Et ça nécessite une importante main-d'œuvre. Et là, on va faire appel aux gens du Maghreb, du Portugal et des pays d'Afrique subsaharienne. Je ne sais pas, vous avez sûrement entendu des témoignages de gens qui disaient que les usines, moi j'ai entendu les usines de Flins où des gens allaient pour recruter jusque dans les villages, en Casamance, ou dans le Maghreb, ou comme ça, et ceux qui venaient, c'était des hommes, seuls. Il n'était pas question de regroupement familial ou quoi que ce soit à l'époque, mais c'était énormément de gens qui sont venus à cette époque et qu'on est allé chercher. C'est ça qui est, je trouve, assez particulier à cette époque, d'aller jusque dans les villages chercher les gens pour qu'ils viennent travailler. Et si on a mis, on peut passer à la suivante, si on a mis comme fin de cette période 75, c'est 74-75, le premier choc pétrolier, en fait l'économie qui commence à avoir des signes de faiblesse, et du coup on dit, ah ben non, on va restreindre maintenant l'immigration, parce qu'on ne sait pas où on va au niveau économique, donc des restrictions importantes. Mais ce qui subsiste,
et ça, enfin, c'était déjà un peu en cours à ce moment-là, mais ça subsiste, le regroupement familial, sous certaines conditions. Et en fait, depuis, il y aura toujours des migrations, mais pas d'une manière aussi importante, sauf quand il y a des événements, j'ai envie de dire, géopolitiques importants dans le monde. Alors là, je suis remontée un petit peu en arrière, mais le génocide arménien, une vague qui arrive de gens. En 1973, les opposants chiliens au régime de Pinochet, il y a eu quand même à ce moment-là un certain nombre de gens qui sont arrivés. 84, les pôles du Vietnam, beaucoup plus récents, les Syriens. Et là, 2022, les Ukrainiens. Et j'ai mis une spécificité parce que c'est pas anodin que les Ukrainiens ont là, tout d'un coup, il a été décidé que c'est des gens qui, dès leur arrivée en France, avaient le droit de travailler, avaient la protection sociale immédiate. Alors que ce n'était pas le cas pour les autres. Et c'est toujours pas le cas pour quantité d'autres gens qui arrivent. Donc je trouve que voilà, il fallait quand même le souligner. 74, c'est aussi qu'on franchit la barre du million de chômeurs. Oui. Important d'avoir aussi ce genre de repère. Il y a les Russes aussi, non? Les Russes, c'est les années 1920. Ouais, pas comme ça. Non, 17. Et puis après dans les années 60-70, il y a deux jeunes dissidents. Oui, mais en nombre, je ne pense pas que c'était. Enfin, j'ai essayé de rechercher. C'est que le cimetière russe de Sainte-Geneviève qui nous fait voir la vie des formations locales. Et aujourd'hui, on dit que 25% des Français ont un grand-parent étranger. Donc voilà, c'était un petit peu cette plongée dans l'histoire pour voir que... et en écrivant ça, je me disais, mais je ne sais pas vous, mais il n'y a pas longtemps, j'ai revu une émission qui recherchait des gens, des boat people du Vietnam. C'est des gens qui sont complètement acérés, qui sont complètement dans la société, que leurs petits-enfants font carrément autre chose. Que, voilà. Tu peux en parler. Donc, Tu peux en parler. On en a. Ah bah, On en a. vous avez tous la liste. Non, mais je suis arrivée en 79, donc en fait, les boat people, c'est bien avant. Oui, c'était déjà. Les grosses vagues, c'est 75, voilà, c'est 77. Ah bon, bah. Après, c'est un peu plus tard, c'est plutôt. On ne peut pas parler vraiment de boat people, parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire des économies qui sont arrivées après. Mais vraiment, les boat people, c'est 75, 78. Qui parle vraiment. Juste un petit point, c'est que là, il y a tous ces exemples sont des gens qui sont venus où ils devaient partir, où il y avait une situation insupportable de leur pays. Il y avait un accueil particulier. C'est un peu ça, les événements Voilà, des moments de géopolitiques. crise dans le monde. Quand il y a un événement géopolitique important dans le monde, tout de suite, on se mobilise. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, il y a je crois, 400 000 étudiants étrangers en France, dans une partie reste. Donc, il y a aussi une migration de gens qui sont venus en France pour quelque chose, et qui du coup, parce qu'ils étaient attirés par et donc qui décident de rester. Et je pense que la différence entre les Syriens et on va dire, les Turcs d'Anatolie, pour prendre un exemple plus concret, les Syriens étaient plutôt de familles plutôt aisées, pendant que les Turcs étaient un milieu très défavorisé. Et donc ça passe pareil, ça n'a pas fait partie. On parlera des étudiants, pareil. Alors, je prends le relais. Alors d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qu'on vous donne, ce PowerPoint, on s'est beaucoup inspiré. Il y a une partie qu'on a fait nous-mêmes, et une autre partie où on s'est inspiré de Xavier Dunosa, qui était un enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris. Et j'ai eu la chance de suivre avec Xavier Dunosa une session. Et c'est quelqu'un qui est spécialisé, c'est un ancien universitaire, et qui est spécialisé sur les questions d'immigration. Alors d'abord,
Je voudrais poser comme ça une question. Combien, je voudrais que vous puissiez me dire, combien il y a d'immigrés, d'après vous? Allez, dites comme ça ce qui vous vient. En France, Oui, Oui, en France. Ceci dit, qu'est-ce que vous Qu'est-ce qu'on appelle Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'un immigré? Et puis on va revenir peut-être à la question. Qu'est-ce qu'un immigré d'après vous? Allez. C'est quelqu'un Pardon? qui quitte son pays. Quelqu'un qui a fui son pays. C'est ça. Quelqu'un qui a fui son pays aussi. J'ai un étranger qui est venu, qui est resté. Un étranger qui est venu et qui est resté. Je suis là, il a fui. Ok, d'accord. Je dirais c'est quelqu'un qui est, par exemple, moi je peux dire que je suis un immigré. Pourquoi, Parce que j'ai quitté pourquoi, mon pays, pourquoi je te tutoie? Enfin, pourquoi vous dites que c'est un... parce que je suis dans un pays où je ne suis pas née. D'accord. Pour moi, c'est ça un immigré. Bon. Il y a d'autres Souley. Oui, c'est une personne née étrangère à l'étranger et qui est venue s'installer. Voilà, Souley, ça y est, vous a donné la définition. Bon, voilà, on va y revenir. On va y revenir. Donc, déjà, mais quelle différence vous faites entre un immigré et un étranger? Est-ce que vous faites une différence d'abord? l'immigré, il vient et il reste. Les étrangers sont français. Tous les étrangers ne sont pas forcément immigrés. Parlez pas tous, on ne parle pas tous en même temps, sinon. Oui? Quelqu'un il peut venir en vacances temporairement, c'est un étranger. Quelqu'un qui vient temporairement en France, c'est un étranger. Bon. Question? J'ai un touriste, c'est des étrangers aussi. Mais par exemple, il y a des Français qui naissent à l'étranger et qui néanmoins sont français parce qu'ils ont une nationalité française. Surtout que, bon, même si la France est un pays qui a le droit du sol et pas le droit du sang comme l'Allemagne, c'est le fait d'avoir des parents français est suffisant pour être français. Bon, tout ça, c'est ça qui va un petit peu nous occuper là, dans les minutes qui viennent. Mais alors, avant de passer les définitions hein, de ce qu'est un immigré et de ce qu'est un étranger, je reviens à ma question. Combien... Allez, dites-moi, j'ai le droit d'entendre un petit peu des chiffres. 5 millions. Moi, c'est la réponse. Bon, il y a d'autres réponses. Qu'est-ce que tu as dit, François? 5 millions. De 6 à 7 millions. De 6 à 7 millions. Oh, ben oui, au moins. D'accord, au moins. Bien. Donc, vous avez la réponse dans la suite du PowerPoint. Je vous laisse. Alors, venons-en. Donc, voilà. déjà, Voilà. c'est très important de pouvoir savoir de quoi on parle. De qui? Et de qui on parle. De quoi et de qui on parle. L'étranger, c'est celui qui réside en France et qui n'a pas la nationalité française. L'immigré, c'est celui qui réside en France et qui est né étranger, comme Souley nous l'a dit tout à l'heure, étranger à l'étranger. Je comprends pas. Ouais. Qui est né étranger, ça veut dire Français. Ça veut dire Qui n'a pas la nationalité française et qui est né étranger. c'est-à-dire que dans les immigrés, on ne comptabilise pas ceux qui sont nés, les Français, qui sont nés à l'étranger. On ne comptabilise que ceux qui sont nés à l'étranger, de parents étrangers, et qui résident en France. Et on comptabilise aussi les naturalisés dans les immigrés. Alors, on va y revenir. Souley. Donc c'est une sous-partie, l'immigré c'est une sous-partie, entre guillemets, non? J'arrive pas à avoir les Ouais, ensembles. voilà, c'est ça, j'ai Alors. les ensembles. J'arrive pas à avoir si tu nous fais un ensemble, c'est quoi? On va la voir dans les deux. Déjà, est-ce que cette définition de l'étranger, Toi, t'es un immigré. Je suis un immigré. Oui. Mais je Mais suis. t'es un étranger. Exactement. Tu as la nationalité française. Mais t'es né en Allemagne. Ouais. C'est un étranger. Je- Tu as les deux nationalités.
Tu as la nationalité française. Et allemande. Depuis 2004, depuis 2005, on peut avoir les deux, parce qu'avant, on ne pouvait pas l'avoir les deux. J'étais la première, la Alors, tu es un immigré parce qu'effectivement, tu résides en France et que tu es né étranger à l'étranger, mais tu es en même temps, tu as la double nationalité. Donc je ne suis plus étranger. Je En 1983, 1982, quand même que il y a les mots étrangers le premier, hein, et puis celui qui est à Ververly, tout à fait à gauche, n'a pas tout à fait le même sens. Parce que, Ouais, voilà, il est né étranger. alors il faudrait dire en fait, c'est étranger en France, Oui. c'est celui qui réside en France et qui n'a pas la nationalité française. Et immigré qui réside en France et qui est né non français à l'étranger. Oui, c'est ça. Ça serait quand même plus C'est clair. pas Parce les que étrangers dans les les mots étrangers n'ont pas le même sens. Là, le sens qu'il faut donner à l'étranger, c'est de Non français. Voilà, deux parents qui ne sont pas français. Il n'est pas étranger à l'endroit où il est né. Oui, c'est ça. Et né non français. Il est né de parents, c'est ça. Non français, non français, non français. Parce que toujours l'étranger, c'est par rapport à quelqu'un. Mais il y a quand même, ouais, il y a quand même un cas particulier parce que je sais que au Vietnam c'est un peu particulier parce que je sais que mon oncle il est né en 54. Ils sont considérés quand il a demandé la naturalisation française, ils ont dit non, vous êtes déjà parce que vous êtes sous l'occupation avant des Français, donc en fait c'est à la réintégration plutôt que. Oui, parce que c'était une ancienne colonie. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est la vérité. Madagascar. Madagascar aussi, oui. Voilà. Alors, je précise une chose. Toutes les définitions que je vous donne, ce sont des sources INSEE. Vous verrez, c'est soit INSEE, soit INED. Donc il n'y a pas d'idéologie dans tout ce qu'on est en train de dire. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Voilà. Alors, de quoi parlons-nous? On peut continuer. Voilà, encore un peu. Encore un peu. Voilà, Ah oui, il faut encore un aller peu. jusqu'à. Ah non, il faut revenir. Voilà. Vous avez ici ce premier carré qui constitue les étrangers. Vous avez ici ce deuxième carré qui constitue ce qu'on appelle les immigrés. Ce qui veut dire qu'on a, dans les immigrés, on a une proportion importante d'immigrés qui ont acquis la nationalité française. Donc quand on parle d'immigrés, donc le chiffre était bon, vous avez trouvé tout de suite le chiffre. Je peux vous dire qu'hier j'étais dans une autre session où ce n'était pas ce chiffre qui a été donné. Tout de suite on est parti sur 12 millions d'immigrés. Non mais voilà, donc c'est bien, ça veut dire que vous avez déjà, vous, un certain nombre de repères, mais quand on parle d'immigrés, donc on a effectivement 7 millions d'immigrés, on oublie que dans ces 7 millions d'immigrés, on en a 37% qui sont français, parce qu'ils ont acquis la nationalité française. On parle souvent quand même d'immigrés de la deuxième génération. C'est autre chose. C'est autre chose. Dans ces immigrés, il n'y a pas la deuxième génération. C'est aujourd'hui, à l'instant T. Aujourd'hui, à l'instant T, voilà. Et quand on parle des étrangers, donc on va voir les chiffres, je vais vous les donner tout à l'heure, effectivement, on a aussi des étrangers qui sont nés en France et qui représentent 800 000 personnes. Sur l'ensemble des étrangers, on en a 800 000 qui sont nés en France. Et ça veut dire qu'ils pourront avoir la nationalité française. Absolument. La majorité. Absolument. C'est 800 000, vous savez que le droit, en France, c'est le droit du sol, ce qui fait qu'on peut obtenir, quand on est né en France, on peut obtenir soit à 16 ans, soit à 18 ans, soit avant, si les parents le demandent, la nationalité française. Ce qui veut dire, je vais me poser une question qui tue, il faut la poser, quelle est la nationalité la plus importante parmi les immigrés? Est-ce que vous êtes capable? Ben voilà, ça a été dit. Ceux qui arrivent en tête, parmi les 7 millions d'immigrés, la première nationalité, c'est la nationalité française. Diapo suivante. Et ça va de plus en plus d'ailleurs.
c'est de plus en plus. Parce qu'on on les pousse aussi à faire cette démarche. Alors, on va passer rapidement parce qu'on ne peut pas non plus, on pourrait rester longtemps, mais on va quand même relire ce qui est les deux difficultés qu'on a aujourd'hui. C'est que depuis 1991, la France a adopté une définition particulière du terme immigré, ce qui a effacé les immigrés nés français à l'étranger, contrairement à la définition de l'ONU, qui elle intègre ceux qui sont nés dans le pays. Deuxième problème, c'est que, et ça aura des conséquences, mais on va y revenir tout à l'heure, c'est que depuis 2003, la France a modifié sa façon d'enregistrer les flux annuels d'immigration, puisque on a effacé tous ceux qui viennent d'Europe. Donc on ne comptabilise qu'une partie des immigrés. Qu'est-ce que tu dis, Soudé? Non, c'est Christian, Ah, il n'était plus dedans. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle l'Europe? C'est l'Union européenne? L'Union européenne. L'Union européenne. Alors, passage obligé, comme ces deux premières définitions, autre passage obligé, il faut qu'on soit bien au clair sur ce qu'on appelle un stock, un flux et un revenu. Excusez-moi, je peux revenir un peu en arrière? Oui. Parce que j'ai oublié de réfléchir. Donc, c'est normal qu'il les fassent parce que les gens qui sont dans l'Union européenne, ils ont... J'ai pas compris, c'est normal que... Ils effacent. Vous pouvez revenir en arrière? Tu peux revenir. Voilà, donc là, vous avez vu depuis 2003, la France a modifié son l'immigration, ce qui a effacé les inférieurs de la majorité des immigrés nés en Europe. Non, nés européens en Europe. C'est normal parce que là, dans l'Union européenne, les gens qui sont nés par exemple en Espagne ou en Allemagne, c'est dans l'Union européenne, donc quand ils vont venir, on ne les considère pas des étrangers. Ils n'ont pas besoin de faire de démarche en tout cas. Il y a la libre circulation. Eh oui, c'est ça. On parle des flux là. Là, on parle des flux. On ne fait pas le total là. On parle des flux, mais ce sont ceux qui viennent, je dirais, qui viennent des autres pays européens, sont soit des étrangers, soit des immigrés. Il n'y a pas de souci. La définition, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Oui, c'est ça. Elle ne s'applique pas qu'à certains pays de la planète. Elle s'applique pour tous les pays en dehors de l'Europe. Diapo suivante. Alors, je sais plus où alors, le stock, c'est combien on a d'immigrés aujourd'hui. Voilà, c'est clair. Le flux, c'est combien il en arrive chaque année. Le reflux, c'est combien sortent chaque année. Voilà. Donc on va parler ici des flux, qui sont importants, mais on va voir que, en fait, ils ne sont pas si importants que ça. Mais ils sont effectivement importants. Alors, aujourd'hui, je dirais, si on a besoin d'un indicateur qui nous permet effectivement de mesurer quel est, je dirais, ce différentiel, la bonne mesure, c'est le solde migratoire. Bon, j'ai été un peu trop vite pour cette diapo, j'aurais dû rester sur l'autre pour... c'est pas grave. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir, en fait, de combien s'accroît la population française tous les ans. Et pour mesurer cet accroissement tous les ans, on utilise, et ça c'est tous les statisticiens qui le font, on utilise, je dirais, ce qu'on appelle le solde migratoire, qui est la différence entre la population au 1er janvier, moins la population, alors là c'est parce qu'on a pris entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2019, auquel on enlève les naissances et les décès. On fait la différence entre les naissances et les décès. Et ce qu'il faut, voilà, ce qui est intéressant de bien mesurer, c'est que aujourd'hui, le solde migratoire en France, il avoisine, il varie entre 30 000 personnes, c'était le chiffre qu'on avait en 2011, et 112 000 ou 120 000, je dirais, personnes pour certaines années. Ça veut dire que
on a une différence qui peut être parfois de 30 000 personnes sur une année, qui peut être parfois de 100 000 personnes, c'est rarement au-dessus de 100 ou 120 000. Pourquoi on enlève naissance moins décès, moi je les aurais ajoutés. Bah si, il faut faire la différence entre les naissances. En France, on a plus de naissances que de décès. Donc, non mais on parle de la population migratoire ou de la population générale? On parle de la population générale. Là, on parle de la population générale. On parle de la population migratoire pour la population générale. Tout à fait. Non mais la population générale, elle te donne le chiffre, la différence de la population. Oui, ça j'ai compris. Et donc là-dedans, tu as aussi bien les naissances et les décès, et la différence entre le flux et le reflux. Okay. Donc, si tu veux avoir que le solde migratoire, il faut que tu enlèves la variation des naissances et décès pour corriger et avoir que le solde migratoire qui est simple. Parce que naissance et décès concernent tout le monde. Ça concerne. Il faut savoir qu'en France, quand on fait un recensement, on interroge tout le monde. Et que ceux qui viennent faire ce recensement, ils ne demandent pas aux gens vous avez des papiers, vous n'avez pas de papiers, vous avez le droit de travailler. Non. Le recensement en France, c'est quelque chose qui se fait sur l'ensemble de la population, tous ceux qui sont là. Donc on inclut, je dirais, tous ceux qui sont sous notre, y compris les sans-papiers, y compris donc on a les étrangers, les immigrés, les sans-papiers, on a l'ensemble des habitants, je dirais, de notre pays à l'instant. C'était le terme solde migratoire. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Quel est le solde entre naissance et décès? Je ne suis pas capable de le dire comme ça de tête. Je crois qu'on doit être aux alentours de 600 000 naissances et à peu près un peu moins de décès, ou 700 000 et 600 000. Enfin, voilà. Non, mais c'est des mêmes ordres de grandeur que le solde migratoire. Oui, mais je suis pas capable de vous le dire. On peut le retrouver très vite sur les choses, mais je pense qu'on est en dessous d'1 million, ça c'est sûr. On n'est pas à 1 million de naissances. Non, mais la différence, 700. La différence, je pense qu'elle est entre 100 et 150 000. Mais je veux bien le vérifier tout à l'heure. 2019, 714 000. Combien? 714 000 naissances en 2019. Et les décès? Je cherche. Moi, je suis un peu lente. Il y a une autre question intéressante. J'ai besoin de Après, oui. Je suis un peu lente pour comprendre, j'ai 80 ans. Alors, donc les 46 000, tu as bien dit que ça comprenait les sans-papiers. Absolument. D'accord. Absolument. C'est-à-dire qu'on intègre toute la population migratoire. La définition des sans-papiers, on peut le faire. Il y a une chose importante, c'est que dans ce migratoire, on prend les émigrants, et dans les émigrants, il y a aussi bien les émigrants qui sont des immigrants qui sont repartis, et les émigrants français qui partent à l'étranger. Il y a des dizaines de milliers de Français qui partent chaque année à l'étranger pour créer une entreprise, ou parce que des gens qui se marient avec un étranger. Et donc, le reflux purement des immigrés est quand même très intéressant. C'est quelque chose qui est montré, du moment où on laisse les frontières ouvertes, le reflux des migrants est bien plus important que quand on ferme, quand on rend l'accès difficile, parce qu'à ce moment-là, les gens ont du mal ont peur de repartir. C'est quelque chose qui est observé très fortement aux États-Unis. Tant que la frontière entre les États-Unis et le Mexique ouverte, il y avait une circulation importante. Puis le jour où ils ont commencé à fermer la frontière, les gens ne sont plus repartis. Donc ça a changé totalement la donne. D'accord. On peut passer à la diapositive suivante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on part du solde migratoire, on arrive à un delta de 1 à 2 personnes de plus pour 1000 habitants. C'est ça que ça veut dire très concrètement pour nous. Ce qui est, voilà, est-ce que c'est trop? J'en sais rien, je vous laisse répondre. Mais c'est ça aujourd'hui. On peut parfois être à 1, on sera parfois à 1,5, voire même peut-être 2 au grand maximum, mais c'est à peu près le delta qu'on a par rapport à tout l'accroissement qu'on a tous les ans. C'est possible.
Alors, autre question qui fâche, qui tue, j'en sais rien. D'où viennent les immigrés? Allez, avant tout de suite de vous... J'aimerais bien vous entendre. Quand en ce moment? Maintenant. Oui. Alors, à Sainte-Geneviève ou... Non. Là, je rigole. C'est pour rire. Bon, on peut parler de Sainte-Geneviève. Hein, Ceux qui arrivent ou ceux qui sont déjà là depuis En ce moment. Moi, j'aurais envie de dire plutôt d'Afrique parce que c'est ce qu'on reçoit. Attendez, ne parlez pas tous en même temps parce que sinon... Moi, j'aurais envie de dire plutôt d'Afrique parce que nous, c'est ceux qu'on voit pour, dans les permanences. Mais oui, enfin, c'est pas pour ça. C'est d'où viennent... Voilà, quand on parle des 7 millions d'immigrés, vous avez donné le bon chiffre tout à l'heure. Bon, d'où ils viennent? Voilà, donc l'Afrique. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Non. L'Afghanistan, oui. La Turquie, Kurdistan. Syrie, oui. deux pays où c'est pas confortable de vivre. Bah oui. Parce que soit pour des guerres, soit pour des... Il y a ceux-là, on les a évoqués tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on a cité des pays d'Afrique, des pays un petit peu... Oui, d'Europe de l'Est. Mais c'est pas des immigrés. Là. Les Tziganes là, ne sont pas immigrés. Alors, je propose qu'on passe à la diapo suivante. Ça, c'est les chiffres pour 2019. Aujourd'hui, ils ont varié. Je les ai regardés ceux de 2021, on n'a pas de sur 2023. C'est globalement, ce sont les mêmes chiffres qu'on a aujourd'hui. On a donc 6,8 millions, 7 millions, hein, donc d'immigrés, ce qui représente effectivement 10%, quelqu'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, de la population française, dont 2,5 millions de Français. Donc on a déjà 37% de Français parmi les immigrés. Et regardez bien, ce qui vient tout de suite après les 37% de Français, ce sont quoi? Ce sont 33% d'Européens. Eh ben oui. C'est 30% des pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, essentiellement. L'Afrique subsaharienne représente 16%. Autant que l'Asie. Autant que l'Asie. Ah oui, sauf que les Européens, on les voit pas. Oui, c'est ça. Et on écoute la télé. Ouais. Alors, quand on nous dit il y a trop d'immigrés, eh ben, moi je réponds effectivement il y a trop de Suédois. Et si on me dit effectivement il y a trop d'étrangers, je dis aussi il y a trop de Français. Voilà. Mais tout de même, on a dit tout à l'heure que les immigrés venant d'Europe n'étaient pas comptés comme immigrés. Dans les flux. Dans les flux. On a parlé des flux. Ah oui, alors là on parle du stock. D'accord, à partir d'aujourd'hui, on ne les compte plus. Quoi. Alors, dans le calcul. On est là dans les futurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'en France, le gouvernement français a fait le choix de ne pas intégrer les immigrés qui viennent des autres pays d'Europe, contrairement aux autres pays. Il y a peut-être encore un autre pays, j'ai oublié le nom, mais il y a deux ou trois pays, tous les autres pays intègrent, je dirais, les étrangers qui viennent des autres pays de l'Union européenne. Nous, on les intègre pas, mais que dans les flux. Attention, hein, là on parle du stock. C'est compliqué. Et on oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais si on passe pas, si on ne prend pas le temps de savoir de quoi on parle et de savoir qu'est-ce que représentent les chiffres, on entend. Oui, c'est intéressant qu'on puisse en parler. On entend tout ce qu'on veut. On a donc aujourd'hui 7 millions d'immigrés. Vous en avez les 2,5 millions de Français. Ça représente 7 moins 2,5, ce qui représente 4,5 millions, et oui, un peu moins, même 4,3 millions, je dirais, d'immigrés qui sont en France, avec la définition que je vous ai donnée. Il faut toujours revenir aux définitions qu'on a vues tout à l'heure. Avec bon, cette répartition, les étrangers. Vous vous rappelez la définition des étrangers, hein, ceux qui résident en France. Non français à l'étranger. Et les non-français à l'étranger, qui sont 5 millions, 5% de la population, dont 800 000 nés en France. On peut passer.
Il y a une question qui fâche quand même, c'est pourquoi tout ce bidouillage de chiffres? Est-ce que c'est une question juste d'incompétence? Est-ce une question de mauvaise volonté? Est-ce que c'est une question il y a des raisons profondes de normes européennes, de choses comparables? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce cafouillage quantitatif et statistique? Moi, ce que je vous ai présenté, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est clair. C'est au niveau de la définition et au niveau du calcul. Ce que tu abordes, c'est effectivement ce qu'on entend tous les jours sur les médias, qu'on lit dans les journaux, où effectivement on nous parle tantôt des étrangers, tantôt des immigrés, on nous dit, alors avec plein de déclarations, bien sûr, des hommes politiques, il y a trop d'immigrés, il y a trop d'étrangers, il y en a qui disent il y en a 500 000 qui sont arrivés l'an dernier. On oublie, je dirais, on oublie, ce qui correspond à, je dirais, à la façon de calculer qui est scientifique. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que je vous redis, ce que je vous donne, c'est l'INSEE, c'est la façon dont on calcule au niveau de l'INSEE, et c'est la façon dont on calcule également l'Institut national d'études démographiques. Voilà. On ne prend pas le temps. Alors, il y a des exceptions en France. Hein. Pascal a parlé tout à l'heure de François Héran. Bon, François Héran, qui est professeur au Collège de France, qui est un de ceux qui, depuis plus de 30 ans, je dirais, rappelle à temps et à contre-temps que tout ce qu'on est en train de raconter, c'est pas vrai. Voilà. Il l'a dit récemment dans un article que vous pourrez vous prendre, je crois qu'il a été sur le projet de loi de l'immigration, en disant c'est pas grand-chose. Voilà. On parle, on fait comme si on était... bon, voilà. Mais j'arrête là parce que ça, là je suis en train de donner mon point de vue, peut-être aussi... Excusez-moi, pourquoi ces gens-là ne le disent pas à la télé, par exemple? Ils doivent le dire, mais ils sont vite... L'article de François Héran que vous avez, il a été publié au Monde il y a quelques mois. Voilà. Hein, donc c'est un article qui a été diffusé, qui a été vulgarisé, qui a été beaucoup repris. Mais après, je dirais, chacun a la responsabilité qu'il tient. Hein. On va pas, peut-être qu'aussi, si on a le temps, on reviendra tout à l'heure sur... je trouvais que c'était intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'on aura le temps. Il vaut mieux qu'on avance un petit peu, parce que je vois que il y a l'heure qui tourne. Et je redonne la parole, je repasse la parole à Pascal. Vas-y. L'autre, on reviendra. Il faut les papiers. Alors, on entend aussi les étrangers, ça coûte cher. Ça coûte cher à la nation. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que c'est des gens qui arrivent en âge de travailler. Donc tout le côté éducation nationale, scolarité, etc., c'est pas la France qui l'assume. Ils arrivent, c'est déjà... voilà, c'est déjà... ils sont prêts à travailler. C'est des gens qui... Alors, il y a ceux qui arrivent avec des qualifications et des compétences, et souvent, ils apportent des compétences dans des secteurs où on a vraiment besoin. Si vous êtes allé dans les hôpitaux ces derniers temps, vous aurez vu pas mal de médecins étrangers. Heureusement qu'ils sont là. Ça pose d'autres problèmes, parce que ça veut dire la santé dans leur pays, c'est autre chose. Mais voilà. Et dans d'autres secteurs aussi comme ça, il y a une question autour de ça, c'est aussi la non-reconnaissance et la non-équivalence des diplômes. Et ça, on voit souvent quand on reçoit des gens qui viennent d'autres pays et qui ont une expérience. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas qualifiés, qui occupent les emplois dont les natifs ne veulent pas. On entend, vous avez déjà entendu, ils volent le travail des Français. Ben non, parce que les Français ne veulent pas y aller. Donc, ça nous rappelle aussi tous ceux qu'on appelait les invisibles pendant le confinement, ceux qui, quoi qu'il advienne, travaillaient toujours dans les supermarchés,
dans la logistique, dans les éboueurs, vous voyez tout à fait, donc les livreurs de toutes sortes, d'Amazon et compagnie. Donc voilà, et en fait, je me rappelle une réflexion d'un sociologue il y a quelques années qui disait, dans notre société, les nouveaux arrivants, c'est toujours ceux qui sont en bas de l'échelle pour la première génération. Et après, leurs enfants font autre chose. Mais ceux qui arrivent sans compétences, notamment tout ce qui est les métiers du nettoyage. Tout de même, il me semble que cet argument peut-être pas décisif, parce que je me souviens, je suis allé en Suisse il y a déjà bien longtemps, il n'y a pas beaucoup d'immigrés, mais les travaux que l'on considère comme justement de bas étage, enfin, étaient faits par les Suisses, et puis ils étaient payés suffisamment cher pour que ça attire les gens. Donc le fait de dire, vous voyez, ils ne prennent pas l'emploi aux autres, s'ils ne venaient pas, comme ce sont des services nécessaires, les salaires augmenteraient, et des gens qui ne travaillent pas, on a quand même quelques millions de personnes qui ne travaillent pas, seraient formés, seraient de façon à occuper ces postes-là. Donc c'est pour ça que je pense que dire que les non qualifiés ne prennent pas le boulot des autres, je pense pas que ce soit la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, hein. Attention, hein. On ne peut pas parler. Il faudrait vraiment une grosse réforme du travail. Mais voilà, et qui serait rendu nécessaire s'il n'y avait pas d'immigrés. Les entreprises, elles viennent bien faire venir les immigrés, parce qu'elles sont pas chères. Ils ne sont pas chers et ils sont dociles. Alors, est-ce qu'ils coûtent à la société? Eh bien, ils cotisent, ils payent des taxes, des impôts. Et il faut savoir que certaines prestations sociales ne sont accessibles aux personnes étrangères qu'au bout de 5 ans de présence en France. Que c'est ce qui est justement en cours aujourd'hui. C'est ce qu'on veut retirer. Alors ça, c'est actuellement pour le RSA. On a entendu que le Sénat avait fait des grandes ailes, là, hier, avant-hier, en disant les prestations familiales, APL, tout ça. Bon, je pense que ça va être corrigé, on va pas quand même laisser faire ça. Et puis aussi, bon, mais ça c'est pas nous, mais c'est important aussi dans la dynamique internationale, c'est qu'ils soutiennent l'économie de leur pays d'origine. Et puis une réflexion que j'avais trouvée intéressante, c'est que les expulsions, dont on nous dit avec grand bruit qu'il faut les développer, ça coûte 1 milliard. Bon, on va peut-être mettre ça entre les centres de rétention, le personnel, voilà, les expulsions et tout ce que ça mobilise. On va peut-être mettre ça ailleurs. Et je ne sais plus, tout à l'heure on a évoqué un petit peu ça. Il y a aussi des gens qui me disent oui, mais ils viennent en France parce qu'on a une bonne protection sociale. Tu as parlé tout à l'heure des États-Unis, des pays comme les pays anglo-saxons, Royaume-Uni, États-Unis, ont peu de protection sociale et pourtant beaucoup de migrants viennent. Parce que la première motivation, c'est de pouvoir travailler et vivre de son travail. Donc ça aussi, c'est un argument qui n'est pas complètement concevable. Après, on s'est mis à rechercher comme ça des gens qui sont français, qui sont connus et sont étrangers et voilà, ont apporté des choses à la France. Alors, prix Nobel, Marie Curie, Georges Charpak, champion olympique, on a Nicolas Karbati, c'est Hollande, des écrivains, Jacques Kessel, André Chédid, Boris Cyrulnik, Françoise Dolto, Benjamin Stora, les sportifs, Yannick Noah, l'équipe de France de foot, les hommes politiques, Bernard Kouchner. Il y avait ça aussi. Oui, là, ça mélange deux lignes.
Ah, je me souviens. Où est-ce que j'ai mis Sarkozy? Non, tu l'as pas mis. Tu l'avais mis quand même. C'est moi qui parle. J'ai tapé ça. Après, il y a des similitudes. C'est des immigrés, hein. Tous les gens qui sont là. Ils sont immigrés. C'est moi qui l'ai rajouté. Il est né en France. Ah, d'accord. Alors, je d'accord. Je pensais qu'il était né au Cameroun. Non, il est pas au Cameroun. Il a mis de H. Non, il a une. Non, Il est binational. Il est binational. Parce qu'il a mis au Cameroun, mais le Cameroun. Sa maman est française. Voilà, des gens. Et c'est des Soudanais. Et c'est vrai que quand on recherche un petit peu, on trouve des gens, quel que soit le profil qu'on cherche, on trouve beaucoup de gens qui viennent de différents pays, qui ont apporté à la France. Et après, on se disait qu'il faut aussi clarifier les différents statuts des étrangers en France. On a déjà parlé des Européens. Ils n'ont pas besoin de titre de séjour. Ils ont la libre circulation dans l'Union européenne, mais... Mais c'est pas tous les métiers. Ah si, les Européens. Les Européens, Les Européens. Ils peuvent faire un boulot de fonctionnaire. Ah, non, pas la fonction publique. C'est bien ce qui me semblait. Mais, comme d'autres possibilités, mais il faut qu'ils aient suffisamment pour vivre en France sans être à la charge de la collectivité. Et c'est ce qu'on a comme difficulté des fois avec nos amis roms, c'est qu'il faut, ils appellent ça, alors c'est pas la carte de séjour, c'est le droit au séjour. C'est une nuance. Alors, après, on a les demandeurs d'asile. Et dans les discours de nos hommes politiques, on mélange les demandeurs d'asile, les gens qui ont des titres de séjour, ceux qui n'en ont pas, et on fait un bouli-bouli de tout ça. Et comme ça. Personne ne comprend rien, on ne sait pas quoi Mais par dire. contre, Donc, les demandeurs d'asile, c'est des gens, mais ça, tu peux en parler mieux que moi, qui demandent la protection, qui font un dossier à l'OFPRA. Ce que j'ai cru lire dans les derniers documents, c'est que normalement, ils doivent avoir une réponse en 10 mois. Oui, normalement. Voilà. Des fois, ça peut être encore prolongé de 6 mois. S'ils obtiennent le statut de réfugié, avec ça, ils ont le droit au travail et à la protection sociale. Si c'est négatif, s'ils n'ont pas, n'ont pas la reconnaissance du statut de réfugié, ils peuvent faire appel. Donc ça reprend encore un bon moment. Au moins un an. Facile. Soit la décision est favorable, pour eux. Si le refus est maintenu, ils sont invités à repartir, beaucoup restent, donc ils deviennent sans papier, avec des fois à la clé une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Voilà, ça c'est. Et c'est vrai que beaucoup de gens demandent l'asile. Aussi, ça nous fera un temps où on sera là, on sera pas. Les personnes qui ont un titre de séjour, alors là aussi vous avez des titres de séjour assez divers. Vous avez une vie privée et familiale, ça veut dire que vous avez le droit d'être là, mais il n'y a pas le droit du travail. Il y a la carte de séjour avec droit au travail. Il y a les étudiants qui, depuis quelques années, ont sérieusement augmenté en nombre, même si les droits d'inscription universitaire pour les non-européens ont été multipliés par 4 ou 5, des choses comme ça, sont devenus très importants, si ce n'est qu'il y en a quand même beaucoup qui... après, vous avez d'autres statuts, travailleurs saisonniers, stagiaires ouverts. Vous avez la santé aussi. Pour la santé aussi. La santé, c'est vie privée familiale. Le titre de séjour. Oui, c'est vie privée familiale.
Il n'y a pas de titre de séjour santé. Mais c'est une approche différente. Bon, il y en a encore quelques autres, je n'ai pas voulu tout Alors, mettre. juste, je t'interromps juste parce que j'ai recueilli hier le nombre de délivrances de titres de séjour au cours des 4 dernières années. En 2012, autour de 4 années. 4 années en fait. En 2012, on en a eu 193 000. En 2016, on en a eu 230 000. Ce n'est pas les 4 dernières années, je pensais. Et en 2019, on en a eu 275 000. Et en 2022, on en a eu 316 000. Mais on est, je vous redis, on est sur les flux. Ça n'a rien à voir avec le sol migratoire. C'est-à-dire que quand on dit qu'en 2022, il y a eu 316 000, on compte tous les étudiants, il faut compter tous les étudiants qui ont reçu un titre de séjour en France. Et vous savez que Macron, contrairement à ses prédécesseurs, il a beaucoup développé l'accueil des étudiants en France. On est aujourd'hui à 300 000, 400 000 étudiants en France. Donc, et il faut aussi savoir, quand je vous dis que voilà, en 2022, il y a eu 316 000 délivrances de titres de séjour, on intègre également dans ces 316 000 les 40 000 régularisations qui ont lieu d'immigrés qui étaient en France depuis plus d'1 an, donc des sans-papiers. Voilà. C'est des premiers titres de séjour. Et qui étaient déjà là depuis plusieurs années, parce qu'on ne régularise pas au bout d'1 an en France. Voilà. Mais voilà, je voulais juste faire cet aparté, parce que je trouve que ça pouvait être intéressant d'avoir aussi ce repère au niveau des flux. Alors les titres de séjour, vous savez, ils sont de durée variable. Enfin, le premier c'est sur 1 an. Et après, ça peut être 3 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est de plus en plus court tout de même. Les difficultés, c'est au moment de l'obtention du premier, mais c'est aussi au moment des renouvellements. Et on y reviendra peut-être plus la prochaine fois sur le concret, mais c'est vrai que là, la préfecture de l'Essonne, il y a 2 ans, on a fait une manif devant la préfecture, puisque des gens qui avaient des titres de séjour de 10 ans, qui étaient là depuis fort longtemps, avaient fait leur demande de renouvellement, et la préfecture n'a pas été en capacité de renouveler dans les temps. Et les gens se sont trouvés sans titre de séjour, certains licenciés. Pour moi, alors, je me disais, je ne peux pas le garder pour l'instant, on verra après, mais voilà, plus de prestations sociales, enfin voilà, tout ça par la faute de la préfecture qui n'a pas capacité de travailler en temps utile. C'est toujours vrai. Il semblerait que sur les renouvellements, moi les échos que j'ai eus, c'est que sur les renouvellements, ils font un peu plus gaffe. Oui. Mais du coup, ça s'est déporté sur les premières demandes. Qui n'obtiennent pas tant de et qui maintenant, enfin, alors mes infos sont plutôt de mois de juin-juillet, c'était passé à 13 mois entre le moment où on dépose une première demande et où on va avoir un rendez-vous. Et après, quand les gens disent « Ah mais oui, mais vous m'amenez ça, mais c'est plus... » Vous vous rendez compte, c'est un vieux document. Ah oui, en 13 mois, la situation des gens a changé. Enfin, ça, c'est... Après, c'est les... Quand on a 300 000 € et qu'on arrive en France, quelle que soit la nationalité, on a automatiquement une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans. Non. Absolument. Donc voilà, il faut aussi savoir que là, on a un statut particulier pour ceux qui sont beaucoup plus... C'est pas ce grand. Voilà, c'est pas ce... C'est marqué où ça? C'est dans la loi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la loi. C'est uniquement, voilà, il y a des catégories qui peuvent avoir tout de suite une carte pluriannuelle et il n'y a pas que guichet, je peux vous dire. J'entendais, j'ai une petite parenthèse, j'entendais ce matin à la radio, ils prenaient les secteurs socio-professionnels où les migrants étaient les plus importants. Ils
Premier secteur, le bâtiment, normal. Deuxième secteur, la restauration, normal. Troisième secteur, le nettoyage, normal. Le quatrième secteur, vous allez rigoler, c'est personnel politique et personnel religieux. Je sais pas, ils n'ont pas détaillé, mais religieux, mais c'est moi qui me dis pas voilà. C'est une réalité qu'on connaît, enfin, c'est une logique. Vous n'arrivez pas avec 300 000 euros. Comment? Non. Gérard, quelle est ta réserve? Tu nous as pas tout dit? Autre catégorie, les mineurs non accompagnés. Donc en fait, les moins de 18 ans, sans responsable légal sur le territoire, normalement, doivent être pris en charge par les services sociaux du département. Le souci, c'est de prouver qu'ils ont moins de 18 ans. Alors des fois, on fait des analyses osseuses, etc., qui sont plus ou moins fiables. Et l'autre souci, c'est quand ils arrivent à 18 ans, selon ce qu'ils ont engagé ou pas comme formation ou autre, comment après ça se convertit en titre de séjour. Et puis, ce qu'on connaît pas mal, les personnes sans papier sont celles qui sont déboutées du droit d'asile, qui n'entrent pas ou pas encore dans les critères pour obtenir un titre de séjour. Et c'est long. Et ils sont nombreux, quoi. C'est ceux qui vivent les difficultés du quotidien, de la survie plus qu'autre chose. Pas encore, j'ai mis, parce que, par exemple, au Secours catholique, là, on a des permanences tous les 15 jours, où on accueille très largement pour informer les gens sur leurs droits. Parce que quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas droit, mais par exemple qu'un enfant scolarisé, qui, lui dire dès maintenant, gardez les preuves, de garder tous les papiers que vous pouvez avoir, vous en avez besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, vous ne rentrez pas dans les critères de régularisation, mais soyez bien vigilants à garder tout ce qui vous permettra d'être des preuves, d'être montré des preuves quand le moment sera venu. Un jour, vous nous parlerez des possibilités de travailler des gens qui n'ont pas de titre, parce que personnellement, je suis paumé. On dit aux gens de ne pas travailler, enfin je simplifie, mais on peut être régularisé si on peut montrer tant de fiches. Alors ça, c'est l'hypocrisie de nos services à la préfecture. Si vous venez avec des feuilles de paye, on vous régularise, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Oui, et même l'URSSAF. Vous avez le droit de travailler en CESU. Voilà, c'est ça. Il y a un seul dispositif qui est légal, qui permet de travailler, qui est ce que vient de dire le CESU. Attendez, c'est pas dans les textes. Mais c'est chez un particulier, c'est pour faire quelques heures par jour, c'est quand on emploie du personnel, on ne vérifie pas, l'administration ne vérifie pas s'il y a une autorisation de travail. Mais c'est pas légal. Ah si. Non, c'est pas légal. Mais moi j'ai appelé l'URSSAF et j'ai expliqué, on a des personnes qui voudraient faire travailler des sans-papiers. Est-ce qu'elles ont le droit? Elles n'ont pas de numéro de sécurité sociale? Ah mais madame, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors j'insiste tout de même, mais vous êtes sûr tout de même que ces personnes ne seront pas poursuivies? Ah non madame, c'est comme ça qu'il faut faire. Et jamais elles nous l'écriront. Oui, je pense mais ça n'empêche que ça marche. Aussi, hein. Dès l'instant où ils ont eu un début de numéro de sécurité sociale, oui, mais ils n'en ont pas. Certains en ont quand même. Oui, certains qui ont déjà été enregistrés une fois. Oui. Quand on est en situation irrégulière. Mais c'est pas obligatoire. Mais les CESU les acceptent. Quand on est en situation irrégulière, on n'a pas le droit de travailler. Ben oui. Mais on leur demande de faire des preuves. Oui, mais on n'a pas le droit de travailler. Eh ben voilà. Et on vous demande des feuilles de paie pour la Ben voilà. Mais sur le CESU, il y a une tolérance. Voilà. C'est la réalité. Et il y a un autre dispositif quand même qu'il faut savoir, qui s'appelle les OASCAS, qui est utilisé par la Fondation Abbé Pierre. C'est-à-dire que c'est dans le code de la santé publique, non pas c'est le code d'action sociale, qui permet à certaines structures
de créer des ateliers qui vont leur permettre d'utiliser des sans-papiers. Et l'abbé Pierre le fait déjà depuis très longtemps. Voilà, il faut savoir. Mais c'est tellement, pour constituer une OASCAS, c'est quelque chose qui demande... mais ça existe, il faut savoir. Voilà, ça existe, c'est légal. Ça a été discuté, je crois, si j'ai bien lu dans les journaux, au Sénat, ou dans la loi en cours, là, il est dit que maintenant, les gens qui sont dans cette situation, qui n'ont pas de titre du travail, pourront présenter leur demande de titularisation par leur titre, même sans avoir l'appui de leur employeur. C'est en discussion. C'est-à-dire qu'à présent, ils ont le droit à condition que l'employeur qui a dit j'emploie. C'est curieux parce que ça veut dire que l'employeur dit je l'ai employé, donc il n'a pas de titre, je ne sais pas si j'avais compte, enfin bref. Il dit je l'ai employé pendant ces 12 mois, je crois, actuellement. Et dans ce cas-là, il peut demander une titularisation. Si jamais vous pouvez nous faire un peu clair là, pour la deuxième question. C'est vraiment pas clair. Pour Emmaüs, il faut 3 ou 5 ans de travail avec Emmaüs. Alors, ils n'ont pas de titre de feuille de paye, puisque ce n'est pas un salaire, mais on avait hébergé comme ça un Ivoirien et qui a obtenu... Les compagnons d'Emmaüs. Sans promesse d'embauche. Sans promesse d'embauche. Sans promesse d'embauche. Parce que nous, la famille qu'on accompagne, on est exactement dans ce cas-là. Elle travaille, elle a pratiquement un SMIC, pratiquement, on va dire, presque, enfin, bien plus qu'à mi-temps, pas loin d'un temps plein, mais elle n'a pas de promesse d'embauche. Et comme elle travaille à domicile, eh ben, ça ne peut se faire qu'avec un seul employeur. Quel est l'employeur qui acceptera de l'embaucher à temps plein et pour un SMIC? Sachant qu'il y a toujours la possibilité pour le préfet d'accorder, alors c'est un dispositif particulier, discrétionnaire, mais le préfet peut à tout moment accepter de régulariser quelqu'un, je dirais, pour, en fonction du métier, en fonction... Sauf qu'elle a déjà eu une QTF. Dans les SOC, je peux vous dire, nous avons accompagné cette année plusieurs fois des immigrés qui l'ont obtenu, et qui n'avaient pas les 5 ans. Et qui n'avaient pas de promesse d'embauche. Et qui, alors, ils avaient une promesse d'embauche, mais on a vu quelqu'un qui était là, tu vois, Diana, elle avait quoi? Elle était en France depuis 2 ans, et le préfet a accepté de la régulariser, alors qu'elle avait que 2 ans, parce qu'elle travaillait dans un secteur qui était le secteur de la santé. Et là, je lui ai fait l'exception. Donc, il faut savoir qu'il y a une procédure particulière. Après, il faut prendre le risque, c'est ça, mais nous, il y a déjà une OQTF, donc c'est ça. Parce que la question a été posée par la CGT au préfet, le préfet a dit, faites une demande, mais quelle garantie on a quoi, oui, ça. Mais l'OQTF, elle est valable 1 an. C'est bien, mais elle est toujours dans le dossier. Ah oui, non, mais une fois que... Non, mais elle est caduque, Oui, mais s'il y a un refus, il y a une deuxième OQTF. Il peut y en avoir une deuxième, Ce ne sera pas une OQTF. Normalement, elle est plus active. Oui, tant. Non, mais voilà, à partir de là, on peut... Ça fait, ouais. Voilà un petit peu tout ce qu'on voulait vous présenter. On a trouvé que c'était un peu abstrait, voilà, mais des définitions, des choses comme ça. Donc on s'est dit c'est intéressant aussi de mettre un peu de chair et du vécu. C'est pour ça qu'on a demandé à Soulé après de venir un peu nous partager son chemin. Je vais me présenter. Je m'appelle Soulé et je viens de la Mauritanie. Donc, je suis un ancien réfugié politique, donc un ancien demandeur d'asile. J'ai quitté, en fait, j'ai obtenu le statut de réfugié en raison de mes opinions politiques. Donc, je suis venu ici, j'étais pris en thèse, ensuite j'ai fait un master en droit de l'homme et j'ai travaillé pendant à Emmaüs. Après Emmaüs, j'ai travaillé pendant la Ligue des droits de l'homme. Après la Ligue des droits de l'homme, j'ai travaillé 6 ans et demi à la CIMAD. Après la CIMAD, j'ai travaillé à Forum Réfugiés dans un centre de rétention administrative, 2 ans, comme responsable dans un centre de rétention administrative. Après, je suis parti. Ah, pardon. Pas tous très jeunes. Après, centre de rétention administrative.
centre d'attention administrative. Après, je suis allé travailler à SOS Racisme, responsable du contentieux pendant 2 ans. Et après SOS Racisme, je suis parti travailler à la Fondation d'Armée du Salut. J'étais chef de service dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui accueillait 150 personnes. Est-ce que tu veux parler avec un micro? Ce serait mieux pour eux. Oui. Sinon, il y a peut-être ces radiateurs qui vous disent, non? Je peux éteindre. Je peux éteindre. C'était le catalogue Oui, ça marche. Donc, 6 ans et demi dans la Fondation d'Armée du Salut, où je gérais un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui était à Saint-Michel-sur-Orge avant de déménager dans la ville de Ris-Orangis. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours. Je suis juriste aussi spécialisé en droit des étrangers et j'ai une activité bénévole très fournie. Il s'est coupé le micro. C'est à cause du micro. Donc j'ai une activité bénévole très fournie. Depuis 2002, je suis bénévole à l'ASTI, l'Association de solidarité avec les travailleurs immigrés des Ulysses. Et puis, je crois que depuis 2018 ou 2019, on monte des permanences sur le département de l'Essonne. La première permanence que nous avons montée, c'est la permanence de Saint-Michel-sur-Orge et qui marche, heureusement, des feux de Dieu depuis... depuis et on n'a pas beaucoup de réussite quand même. Ouais. Mais bon, on tient quand même. C'est ça le plus important, c'est de tenir. Donc après Saint-Michel, une permanence à Ris-Orangis, une permanence à Grigny et dans les jours à venir, une permanence à Évry, 2 permanences à Évry, une permanence aux Ulysses et une permanence sur Paris. Donc la permanence d'Évry va s'occuper des référés, c'est avec les étudiants du Master 2 de l'Université d'Évry qu'on le fait. Donc c'est une permanence exclusivement consacrée aux référés. Donc les référés, je vous explique, c'est simple, c'est pas simple, mais aujourd'hui dans nos permanences, on a beaucoup de plein droit, c'est-à-dire des personnes qui ont le droit d'avoir un titre de séjour, mais qui ne peuvent ni le renouveler, ni en avoir un nouveau, parce que à la préfecture, c'est compliqué avec la NEF, c'est compliqué avec les démarches simplifiées. Donc du coup, ce sont des gens qui ont le droit d'avoir un titre de séjour, mais parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour, ils peuvent perdre leur travail, ils peuvent ne pas voyager, d'accord. Donc du coup, une permanence a été ouverte spécialement pour les personnes qui font du plein droit, en fait, qui ont le droit d'avoir un titre de séjour selon le CCEDA, mais qui n'arrivent pas à l'obtenir parce que la préfecture ne leur donne pas ce droit-là. Ensuite, une permanence OQTF, obligation à quitter le territoire français, mais cette permanence, elle est plutôt sur Paris. Et puis, nous avons une permanence droit des étrangers général, donc ANEF, démarche simplifiée, qui se trouve qui va aussi ouvrir à Évry. Et puis, aux Ulysses, une permanence naturalisation, essentiellement naturalisation. Voilà, donc voilà, c'est un peu, c'est mon hobby en fait, d'ouvrir des permanences. Qui s'est sollicité les gens? Voilà, donc je suis donc là depuis 22 ans, je suis, c'est une caricature des politiques migratoires moi-même. Du coup, pas une caricature, un exemple au contraire. Moi, je ne sais pas, en tout cas. En fait, tout ce qu'on dit, tout ce que vous dites là, tout ce que vous écrivez, ce sont des choses que je vis depuis toujours, que j'ai moi-même vécu. Et puis, depuis ces 22 dernières années, je ne vis qu'avec ces personnes-là. Je suis en fait, heureusement que je ne rêve pas des sans-papiers
toutes les nuits, mais depuis 22 ans, je suis à côté d'eux, je suis auprès d'eux, je suis derrière eux, je suis à leur côté, et je suis à côté aussi d'associations, parce qu'heureusement aussi que nous sommes dans un pays où on parle beaucoup des questions de racisme, on parle beaucoup de la question du rejet de l'étranger, mais heureusement qu'il y a quand même beaucoup de personnes en France qui ne rejettent pas l'étranger. Et souvent, on ne voit pas ça. Et je pense qu'il y a plus de gens qui ne rejettent pas l'étranger que de gens qui en rejettent. Sauf que les gens qui les rejettent sont ceux qui parlent, sont les plus brillants. D'accord, mais parce que moi, je vous assure, je veux dire que j'ai rencontré des hommes et des femmes extraordinaires qui sont là pour les étrangers, tu vois, plus qui se mobilisent parfois, plus pour les étrangers que les étrangers eux-mêmes se mobilisent pour eux. Donc du coup, j'ai aussi la chance de travailler dans des domaines où ce sont ces personnes comme ça que je rencontre. Donc vraiment, ça fait aussi plaisir à voir. Moi, je suis là, je n'ai pas... Ça fait 20 ans que je suis là, je ne crois pas avoir été confronté brutalement au racisme. Franchement, peut-être parce que j'ai travaillé à la CIMAD, à la Ligue des droits de l'homme, j'ai travaillé dans des endroits où... et je crois que je pense que j'ai aussi de la chance. Je suis venu ici avec un bagage qui m'a aidé aussi. Je suis venu aussi avec une volonté qui fait que je sais faire les bons choix, je sais où est-ce qu'il faut aller pour... Je suis venu aussi ici avec... en fait, le fait d'avoir été demandeur d'asile et réfugié, c'est aussi que je suis venu dans un pays qui m'a permis d'être en sécurité, tu vois, d'avoir la sécurité de l'emploi, de mettre ma femme et mes enfants en sécurité. C'est important ça. Je pense que l'idée, c'est aussi de me dire que toutes les personnes étrangères qui sont là peuvent aussi avoir le même parcours que moi. Je veux dire que si elles sont bien accueillies, que si les choses sont bien faites, que tout ira bien. Il se trouve aussi que je suis le témoin de cette politique de non-accueil qu'on a en France aussi depuis ces 30 dernières années. Je veux dire que ce sont les politiques qui font la politique d'immigration, en fait la non-politique d'immigration. Parce que c'est ça aussi, je veux dire que si on interroge les Français, nombre d'entre eux sont pour que les étrangers soient là. Mais quand on entend les politiques, on a l'impression que personne, en fait, qu'aucun Français ne veut que les étrangers soient là. Donc c'est aussi ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ce sont les politiques qui sont mises en place ou qui ne sont pas mises en place qui exacerbent, en fait, la situation entre les étrangers et les Français. Aujourd'hui, on l'a vu, hein, les immigrés ne constituent que 7% de la population. Mais quand on en parle, on a l'impression que c'est 40%, 50%. Quand on parle des immigrés, on a l'impression que la France est envahie, alors qu'il n'y a que 7% de... 10%, oui, 7% dans 2,5 millions. 37% des... Voilà. Donc, oui. Donc, je sais pas, à part... je sais pas ce qu'il faut aussi que j'ajoute. Si tu oublies quelque chose, toi, un rôle que tu as, je sais pas, aux Ulysses. Ah oui, je suis accessoirement adjoint au maire aux Ulysses, à mes heures perdues, entre le bénévolat et le travail. Je suis élu sur une liste depuis 3 ans. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a, quand je regarde mon parcours, je me dis qu'il y a quelque chose aussi à... en fait, il y a du positif en fait à voir. Je pense que peut-être que tout le monde ne peut pas avoir le parcours que j'ai, mais en même temps,
c'est possible, tu vois, c'est possible parce qu'on rencontre des gens formidables ici. On peut dire ce qu'on veut, mais on rencontre aussi des gens formidables aussi. Et c'est parce qu'on rencontre des gens formidables que c'est ça aussi qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Si les gens ne sont pas accueillis, personne ne voudra rester là. Et si les gens sont bien accueillis, les gens pourront s'intégrer convenablement, faire leur travail convenablement. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est effectivement compliqué. Tu vois. Moi, sur la question de l'hypocrisie, vous en parliez, ici, on l'a vu aussi dans les diapos, les 3 vagues migratoires qui sont arrivées ici, ça a toujours été parce que la France était dans une position économique difficile et elle allait chercher les gens. D'accord. Et aujourd'hui encore, elle est dans une position économique difficile, mais elle veut renvoyer les gens. Parce que je pense que la France ne veut pas voir aussi, je pense qu'on ne veut pas se dire que ce sont les étrangers qui vont nous sauver. Mais parce que, tu vois, comme on est la sixième puissance économique, tu vois, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les premiers de corvée, ce sont les étrangers. Dans les hôpitaux, ce sont les étrangers. Dans les EHPAD, ce sont les étrangers. On l'a dit, hein, les livreurs, ce sont les étrangers. Donc, on a besoin des étrangers pour que notre économie, pour que notre économie marche. Et puis, comment dirais-je, le gros débat sur les métiers en tension, on a dit hein, que les gens sont là depuis longtemps. Et puis, régulariser entre 200 000 et 400 000 personnes, ce n'est rien du tout. Ce n'est absolument rien. L'Espagne, le Portugal, il est arrivé qu'ils aient régularisé 1 million de personnes, comme ça. D'accord. Mais ici, dès qu'il s'agit d'accueillir, on se crispe. Dès qu'il s'agit de régulariser, on se crispe. Même si on sait que c'est peut-être par là qu'on va y arriver. Tu vois, mais 200 000 et 400 000 sans-papiers, c'est rien du tout. Et puis, vous l'avez dit, hein, quand les gens qui viennent ici sur des pirogues, ce ne sont pas des estropiés, hein, ce sont des gens qui se portent bien, qui ont traversé des mers et des océans. S'ils ont traversé des mers et des océans, ils sont capables de se lever le matin et d'aller travailler. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour profiter du système. Donc du coup, je pense qu'il faut que la France aussi ouvre les yeux sur cette opportunité, parce que les étrangers, c'est une opportunité. Mais si on les voit comme à la fois en danger, si on les voit comme des gens qui ne nous servent à rien, ils ne serviront à rien. Mais si on les voit comme une opportunité, ça sera une opportunité. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. C'est vrai que c'était riche, la présentation qui avait été faite. Et puis, moi, j'ai travaillé 2 ans en centre de rétention administrative. Et puis, moi, ce qui m'étonne aussi en France sur la question des politiques migratoires, c'est que en France, on aime les solutions qui ne marchent pas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais les solutions qui ne marchent pas... Non, mais c'est bizarre. Moi, je vous explique mon expérience en centre de rétention administrative. Donc, j'ai travaillé 2 ans comme responsable en centre de rétention administrative. Les centres de rétention administrative existent depuis 1984. D'accord ? 1984, ça fait combien ? Ça fait 40 ans. Pendant 40 ans, on a arrêté, enfermé des personnes étrangères. Et pendant 40 ans, sur 100 personnes qu'on arrête, on n'en expulse que 30. Et pendant 40 ans, on continue de faire ça, et j'ai appris que Darmanin va encore ouvrir des places en rétention. On l'a vu, hein, expulser, ça coûte 1 milliard d'euros. D'accord ? Expulser. Parce que dans un centre de rétention, vous savez, c'est de la prison, les centres de rétention. Et ça ne sert absolument à rien. Franchement, ça ne sert absolument à rien. Avant, quand on arrêtait une personne étrangère et qu'on la mettait en rétention, au bout de 15 jours, on la faisait sortir. Ces 15 jours sont passés à 30 jours, ces 30 jours sont passés à 45 jours, ces 45 jours sont passés à 3 mois, et ils veulent les repasser à 6 mois. D'accord ? Alors qu'il est prouvé
qu'un étranger qu'on ne peut pas expulser dans les 15 jours, c'est un étranger qu'on ne peut pas expulser du tout. Bon, alors, donc ça fait 40 ans qu'on met de l'argent dans un truc qui ne marche pas. Dis-nous pourquoi oui. Ils ne peuvent pas, justement. Oui, c'est ça qui nous dit pas. Et c'est vrai que, donc, j'explique pourquoi c'est impossible. Tu vois, on parle d'exécuter toutes les obligations à quitter le territoire français. Ce n'est pas possible d'exécuter toutes les obligations à quitter le territoire français. Donc, quand je vous disais qu'il y a 30% de personnes qu'on arrive à expulser, les 70% qui restent, c'est où elles restent parce que, bon, déjà, en chiffres, la France est le pays européen qui donne le plus d'obligations à quitter le territoire français. La France délivre 100 000 obligations à quitter le territoire français par an. En 10 ans, elle a donné 1 million d'obligations à quitter le territoire français. Il y en a combien qui sont partis? 15%. Oui. Les chiffres, c'est à peu près... Oui, en fait, après, oui, on a les Roumains, tu vois, il y a aussi les métros. En fait, dans les 30%, je compte ceux qui sont dans les îles, là. D'accord. Oui. Donc, je disais quoi? Pourquoi? En fait, quand on arrête un étranger et qu'on le met en rétention, souvent, l'étranger qu'on arrête, parfois, n'a pas de papier. D'accord? Déjà, on ne sait pas d'où on ne sait pas d'où il vient. Et on ne peut pas expulser un étranger si on ne sait pas d'où il vient. D'accord? Donc, si vous arrêtez un étranger et l'étranger vous dit qu'il s'appelle Mohamed et qu'il vient d'Algérie, les flics n'ont que ça. Il s'appelle Mohamed et il vient d'Algérie. Donc on le met en rétention, on lui donne une obligation à quitter le territoire. En lui donnant une obligation à quitter le territoire français, on le met en rétention. Donc ce que fait la France, c'est de demander à l'Algérie si Mohamed est vraiment algérien. Tu vois, il dit, bon, je m'appelle Mohamed, je suis né à Oran en 1970, et puis la France dit à l'Algérie, nous avons un ressortissant qui se dit algérien, il dit qu'il est né à Oran, qu'il s'appelle Mohamed, ok. Donc, est-ce que cette personne est algérienne? Et le consulat peut leur dire, on a regardé dans nos registres, on n'a pas de Mohamed, il serait né en 1960, d'accord. Donc du coup, comme on ne sait pas d'où il vient, on ne peut pas le regarder. Mais ce que fait la France, c'est de demander en même temps au Maroc, s'il y a quelqu'un qui s'est fait, il demande à la Tunisie. Donc il demande aux 3 pays pour voir si. Okay. Donc, si on ne sait pas d'où il vient, ce Mohamed ne sera pas expulsé. Mais même si on sait d'où il vient, l'Algérie peut ne pas délivrer le laissez-passer consulaire pour qu'il s'en aille. D'accord. Donc, même si on sait d'où il vient, on peut ne pas pouvoir l'expulser. Donc, vous avez cette situation, vous avez aussi la situation, comme on délivre des obligations à quitter le territoire à tout le monde, vous avez la situation de la personne qui est là depuis 10 ans, qui a une femme, qui est d'accord, et que le juge administratif peut libérer. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir un titre de séjour. Parce qu'il a une femme, il a des attaches, il est là depuis plusieurs années, d'accord. Il y a aussi celui que les juges des libertés et de la détention, que le retenu voit dans les 48 heures, qui peut être libéré par le juge. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas arrêter un étranger n'importe comment. Quand on doit arrêter un étranger, il y a une procédure qui doit être suivie. D'accord. En général, c'est le juge qui dit, par exemple, dans une zone donnée, il demande à des flics d'aller arrêter des personnes étrangères dans une zone donnée et pendant une période donnée. D'accord? Donc, s'il se trouve que cette personne étrangère a été arrêtée au-delà de la période donnée, donc le juge de la liberté et de la détention libère cette personne parce que les conditions de son interpellation n'ont pas été légales. Donc,
les 70% des personnes qui ne sont pas expulsées sont ou libérées par le juge de la liberté et de la détention, ou libérées par le juge administratif, ou libérées parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, ou on ne sait pas où est-ce qu'on les renvoie. Et il a été prouvé que quand on n'arrive pas à expulser une personne étrangère dans les 15 jours, on ne peut pas l'expulser. Donc même si on l'arrête qu'on la garde pendant 6 mois, 10 mois, on ne peut pas l'expulser si on n'est pas arrivé à l'expulser pendant. Donc vous voyez, hein, moi en rétention, c'est vraiment ça qui m'a paru le plus absurde. On est un absurdiste hein, sur les politiques migratoires. Vraiment, moi je vois ça, je ne comprends pas en fait. 40 ans, et en plus, vous savez que quand on est en rétention, si vous voulez aller faire pipi, c'est un flic qui vous... En fait, vous allez faire pipi avec un flic. Si vous devez aller voir le juge, c'est un flic qui vous amène voir le juge. Si vous voulez aller prendre une canette de coca, c'est un flic qui vous amène voir une canette de coca. Si vous devez repartir, vous êtes seul, hein, vous devez repartir, vous devez être renvoyé en Italie, ce sont 2 ou 3 flics qui vous amènent. Si vous devez repartir dans votre pays d'origine, vous partez avec un flic ou 2. D'accord? Ça coûte cher, ça coûte très cher, et ça ne sert absolument à rien. Et on continue de financer ça. J'ai une question, le milliard dont vous parlez, c'est 1 milliard par an ou c'est 1 milliard sur une période? Non, c'est 1 milliard par an. Ah oui, c'est-à-dire qu'en gros, pour expulser 15 000, environ 150 000 oui. par 10, 15 000 étrangers par an, on dépense 1 milliard. 1 milliard, c'est-à-dire que c'est environ 70 000 euros par personne. Mais ça, c'est juste pour l'expulsion. Vous n'avez pas compté tout ce qui coûte. La rétention comprise. Non, vous n'avez pas compté les flics, vous n'avez pas compté. Ben ça, je pense que c'est parce qu'en billet. Je pense que dans... Je pense que c'est global. Non, mais regardez. Oui, mais regardez. Un exemple simple. En fait, vous avez. Je prends l'exemple de la Mauritanie. Une famille mauritanienne qui doit aujourd'hui être expulsée, tu vois, un père et ses 2 enfants. Il faut aller chercher vers les. Une billet mauritanien, il faut dire 1200, d'accord. Donc 1200 pour 4 personnes, ça va vous faire 4008. D'accord, 4008, il faut compter le billet des flics, là, 2 flics. Et eux, c'est des allers-retours. N'est-ce pas? Et ça nous fait combien là? C'est le double. Hein? C'est 9 000 euros. Oui, 10 000 euros. Il y a aussi l'aide au retour. Oui, bah oui, les étrangers qui on propose de l'argent pour repartir. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça c'est l'aide au retour volontaire. C'est l'aide au retour volontaire, oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Ils ne sont pas expulsés. Oui, ils ne sont pas expulsés. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc du coup, à chaque fois que vous expulsez, c'est tu vois, 10 000 euros l'expulsion, donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'avant, on avait essayé de voir si on pouvait faire ça dans les charters. Les charters, c'était compliqué. Donc du coup, voilà, comment on expulse dans un vol régulier. Et quand on expulse dans un vol régulier, c'est cher parce que les billets sont chers, tu vois. Et puis, renvoyer quelqu'un à Madagascar, d'accord. Renvoyer quelqu'un au Nigeria, renvoyer quelqu'un en Afrique du Sud, renvoyer quelqu'un, ça coûte cher. Ça coûte vraiment très cher. Je veux dire, si on expulse que, tu vois, vers le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, tu vois, encore, ça va. Mais donc oui, ça coûte moins cher, j'ai envie de dire. Mais donc voilà. Et, donc cette absurdité, et puis d'autres aussi, hein, sur la question de la régularisation, comme je vous l'ai dit, c'est comme 200 000 personnes, c'est pas grand-chose. Et 200 000 personnes pour lesquelles tout ce qu'on fait, c'est de les sortir d'une situation de non-droit pour les mettre dans une situation de droit, parce qu'elles travaillent. Les gens travaillent. Et puis, pour parler de la question de l'hypocrisie aussi, il y a quelque chose qu'il faut se dire. Moi, je me souviens que c'est vous savez qu'entre 2007 et 2017,
au bout de 10 ans de présence, les personnes étrangères qui travaillaient en séjour régulier, au bout de 10 ans, elles avaient un titre de séjour de plein droit. D'accord? Ça veut dire que pendant 10 ans, on a laissé l'État et le patronat laisser des personnes étrangères travailler pendant 10 ans, et au bout de la 10e année, on les récompensait en leur donnant un titre de séjour. Pour le fait d'avoir récompensé pour avoir travaillé pour avoir travaillé illégalement. Pendant 10 ans. Donc vraiment, pendant 10 ans, donc vous êtes là, il n'y a pas de problème, vous travaillez pendant 10 ans. Et au bout des 10 ans, on vous donne, vous payez des impôts, et au bout des 10 ans, on vous donne un titre de séjour. Et vous n'avez aucun droit. Ouais. Et tu t'as dit quoi? Ils connaissent oui, le travail et ils n'ont aucun droit. Oui, et ils n'ont aucun droit. Donc, et en 2007, on a arrêté ça. Donc, on a fabriqué des sans-papiers. Parce que lorsqu'on l'a arrêté, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, et ceux qui étaient restés là, tu vois, qui ont travaillé pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils ne l'avaient pas, ils ne l'avaient plus de plein droit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on régularise au bout de 10 ans, mais c'est de l'admission exceptionnelle de séjour. Ce n'est plus de plein droit. Et c'est vrai que si on est resté 10 ans et qu'on a prouvé qu'on a été là pendant 10 ans, il y a de fortes chances qu'on soit régularisé. Et voilà, ça par exemple, tu vois, c'est une aberration. On a accepté ça, on l'a voulu, on l'a fait, et derrière, on ne veut pas assumer le fait de les régulariser derrière. Donc, vraiment quelques aberrations comme ça sur l'état du droit et sur voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je voudrais bien dire juste un petit truc là, c'est ce que tu viens de dire sur la régularisation. Au niveau du Secours catholique, tous les ans, on fait un rapport national de tout le travail de toutes les équipes de France, en consolidant. Et donc, ça nous permet d'avoir aussi un œil assez intéressant sur la question des sans-papiers, qui passe quand même beaucoup sous les radars. Et en fait, dans l'Essonne, plus de 60% des gens qu'on accueille, 66%, sont des gens sans papier, qui n'ont pas de ressources. Quand on demande des ressources, zéro. Et par contre, quand on croise avec une autre donnée qui, moi, ça fait plusieurs années, mais c'est resté dans un coin de ma tête, quand les gens sont régularisés, au bout de 18 mois, ils sont sortis des circuits de pauvreté. Ça veut dire qu'ils ont trouvé du travail, un logement, une moyenne. Mais voilà, donc c'est capital cette question des papiers et de l'accès aux droits. Et puis on ne fait que les précariser. Hein. Et en plus, en précarisant les étrangers, on précarise les Français. Hein. Je veux dire qu'il faut se dire que... Oui, et ceux qui, après, au moins qu'il y a ressentiment, les gens qui sont fragiles à la société française, parce que du coup, eux, ils subissent une précarité, ils viennent, le fait qu'on précarise les gens qui... Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut aussi que les gens comprennent ça. Je veux dire, aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de personnes en situation régulière qui sont qui sont au 115, qui sont dans les CHU, qui sont dans les... D'accord. Alors que les gens n'ont pas besoin forcément qu'on les accompagne. Elles sont dans des hébergements parce qu'on les laisse pas travailler. Parce que si on leur donnait l'occasion de travailler, ils n'occuperaient pas une place en centre d'hébergement d'urgence. Et attends, il faut voir ce que c'est aussi que le 115. Oui, il faut voir ce que c'est que le 115. Et c'est compliqué. Donc du coup, c'est un peu ça. On a une nuitée tous les combien? Ouais. C'est ça. Et nous, on a, aux Ulysses par exemple, on a un hôtel social où il y a à peu près 300 personnes. Et sur ces 300 personnes, il y a 80 personnes qui sont en situation... En fait, non. Il y a 300 ménages. Et sur ces 300 ménages... Non, pas 300 ménages, il y a 300 personnes. Et sur ces 300 personnes, près de 80% d'entre eux sont en situation irrégulière. Ils sont là depuis plusieurs années. Et ça coûte cher aussi. À l'État, on les maintient dans cette situation. Alors qu'on peut les sortir de cette précarité-là. On peut les sortir en les régularisant. Quand on les régularise, ils travaillent, ils ne sont plus dans des CHU, ils ne sont plus à la rue, ils ne sont plus encore. Donc du coup, ici, moi, c'est un peu ça qui m'étonne. Tu vois, en France, je suis vraiment étonné. Je viens de la Mauritanie, un pays où c'est une dictature, c'est un peu n'importe quoi.
mais je crois qu'on a de meilleures idées sur, en matière d'accueil des personnes étrangères chez nous. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport aux Ukrainiens à cause de cette situation complètement différente? C'est exactement la même chose. Oui, mais on va dire que c'est des Européens. Et sinon, est-ce que d'autres pays qui ont d'autres stratégies que la France, alors après, ce n'est pas les mêmes situations, les mêmes environnements et autres, mais est-ce qu'on a des études qui permettraient, derrière, c'est l'idée d'avoir des argumentaires pour pouvoir dire ça coûterait moins cher et c'est plus efficace si on changeait de stratégie, quoi. Oui, déjà, vous savez, dans les pays anglo-saxons, depuis toujours, on fait par exemple, il y a des études qui démontrent que l'immigration est bon pour l'économie du pays. Ici, on ne veut pas faire ce travail-là. On ne veut pas qu'il y ait des études qui démontrent que l'immigration est capable de sortir. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le CESE, oui. François Héran, oui, fait un peu exception. Oui, il fait un peu exception, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Je veux dire qu'il n'y a pas de grosses études, alors que les pays anglo-saxons le font depuis 10, 15, 20 ans. Au Canada, on ne parle que de ça, on ne fait que ça. C'est dire l'immigration l'immigration est bonne pour notre économie, comme l'immigration est bonne pour notre économie, on essaie d'avoir, tu vois, mais ici, on ne veut pas voir ça en fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on ne veut pas être sauvé par les étrangers. On ne veut pas que notre économie, notre puissance économique soit... Mais comment sortir de cette spirale? Parce qu'en réalité, dans d'autres pays, ça ne se passe pas de la même façon. Comment peut-on sortir? Parce que là, on est quand même... Ce sont des constats, vraiment, avec tous les rapports qui apparaissent. Ils sont tous convaincus de cette chose-là. Et là, maintenant, on entend qu'ils sont en train, justement, ce qui était obtenu auparavant par rapport justement ces aides qu'on donnait au niveau social, on est en train d'appauvrir encore, de rendre le système plus complexe. Comment peut-on sortir de cette... Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, le constat que je fais depuis que je suis là, c'est... Attends. J'ai perdu mon idée. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Moi, je veux bien dire une chose. Par exemple, je crois qu'en Allemagne, d'emblée, les gens qui arrivent ont des cours de langue et un logement. C'est ce qui a été dit. Nous, ici, bon, à part le 115, il faut voir les conditions. Les cours, c'est pas non, oui, je dis, nous, voilà, c'est très difficile. Et les cours de langue, c'est beaucoup par les associations qui se décarcassent pour mettre en place des choses. Voilà, c'est une manière d'accueillir différente, comme si nous, on voulait, voilà, et moi, je fais vraiment une différence entre les hommes politiques, enfin, voilà, ce monde politique, et puis ce qui se passe aussi sur le terrain, comme tu disais, où il y a des gens qui se mobilisent, qui accompagnent les associations, etc. Oui, mais il y a encore tout un discours. Mais il y a tout un discours. Mais par contre, j'ai ramené des statistiques où en fait on demande aux Français, c'est quoi pour vous les problèmes numéro 1 de la société? Et l'immigration arrive en 7e position. Donc j'ai envie de dire, moi ce que j'en ai lu, c'est que c'est pas le problème majeur des Français. Mais c'est le problème majeur de nos hommes politiques. Oui. Ils veulent nous faire croire que c'est notre problème majeur. Oui, et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'histoire, la politique migratoire est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux politiques. Franchement, mais je vous assure, parce que, regardez, même dans, en fait, à nos politiques et aussi même dans les médias, parce que, en fait, le phénomène, la migration étant, comment dirais-je, la migration et les politiques migratoires sont pour moi des faits de société qui ne peuvent pas être traités, par exemple, comme en fait divers. Toutes les questions migratoires doivent être, par exemple, en fait, ce n'est que l'enquête
l'enquête doit pour moi être le seul moyen pour traiter une question migratoire. Ce n'est pas un fait divers qui fait. Et ici, ce sont les faits divers qui font la politique migratoire. Et ça ne doit pas être ça, en fait, tu vois. On doit écouter des gens comme François Héran, mais non, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent, qui vont à la télé, il y a un fait divers, avec le fait divers, ils détricotent. C'est ça le problème ici aussi. Quand on doit traiter un sujet migratoire, il faut que ça soit fait de manière sérieuse, avec une enquête poussée. Tu vois, c'est pas simplement. Aujourd'hui, on a des sénateurs et des députés qui disent tout et n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et s'ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Et c'est ça aussi le problème. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est trop sérieux pour que ça soit confié à n'importe qui. Et puis, aujourd'hui, je vois, les sénateurs ne sont pas à la hauteur de ce que la France attend de ce nouveau projet sur l'immigration. Même les députés de l'Assemblée nationale ne seront pas à la hauteur, malheureusement. Donc du coup, et le truc, c'est que nous sommes là, mais c'est pas nous qui faisons la politique, malheureusement, je veux dire. Si c'était nous, ça allait... Un petit exemple. Donc, en 2018, il y avait déjà une loi sur l'immigration. Et avec le Secours catholique, on avait proposé aux différents députés de venir dans leur circonscription, là où il y avait une équipe du Secours catholique, rencontrer, hors caméra, enfin voilà, comme ça, simplement, écouter des gens qui ont vécu la migration. Et il y avait toujours, on l'a fait, il y en a 3 ou 4 qui nous ont répondu, donc on l'a fait dans plusieurs endroits, et il n'y avait pas qu'une personne, mais plusieurs pour montrer la pluralité aussi des parcours. Voilà, des parcours. Et je me rappelle d'une des rencontres où ce député, on était là autour de la table, la dame raconte qu'elle était passée par la Libye, donc vous voyez ce que ça veut dire aussi comme difficulté, qu'aujourd'hui elle était sans papier, elle a été plus haut 115, et elle dormait chez une copine les nuits où le mari de sa copine travaillait. Mais s'il ne travaillait pas, elle dormait sous un pont. Voilà, et elle finit son propos en disant « Mais je me sens quand même plus en sécurité ici que dans mon pays. » Et au moment où notre brave député me dit au revoir, s'en va, il dit « Oui, je m'en vais parce qu'il est l'heure que j'aille à l'Assemblée pour voter. » Et à la fin, il nous dit « Mais vous savez, c'est quand même différent de rencontrer des gens et de voter des mots alignés sur un papier. » Il nous a fait comprendre, je ne sais plus quelle était sa formule, mais que c'était la première fois qu'il rencontrait des gens en chair et en os. Et il vote plus pour de l'idéologie, j'ai envie de dire, que par rapport à des réalités. Et je pense bien que c'est bien que ça, parce qu'il ne veut pas pour l'idéologie. Il y a un article très intéressant dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, où il fait une analyse de l'évolution d'un côté de l'attitude des Français par rapport aux différences raciales, culturelles, et j'en passe, et le vote pour le Rassemblement national. Et quand on interroge les gens, en 30-40 ans, les gens sont devenus beaucoup plus tolérants, de manière générale. Sauf que ceux qui votent, malheureusement d'une manière beaucoup plus majoritaire, ce sont, entre guillemets, les vieux. Et clairement, il y a une question culturelle, c'est que c'est comme beaucoup d'autres choses, certaines pratiques sociales, certaines positions sociales disparaissent avec le temps. La chose nous simule bien comme le bénévolat qui fait aussi les gens ministres, mais les gens qui votent, qui sont racistes, entre guillemets, ou qui ont peur de l'immigré, qui n'acceptent pas la différence, sont des gens qui votent. Ouais, qui votent, mais qui deviennent plus âgés. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième, donc ça veut dire que quelque part, il y a un espoir, parce qu'on peut se dire, si ça dure encore les 20 ans, le problème va peut-être se résoudre tout seul, parce qu'ils sont tous morts. Bon, ok.
Deuxième. Il y aura d'autres trucs. Non, et non, mais ça veut dire aussi que l'homme politique qui cherche, le premier objectif de l'homme politique, puisqu'il ne gagne pas avant d'être sa mission, sa vocation, c'est d'être réélu. Ne pas être élu pour un homme politique, c'est la fin de sa carrière tout seul. Donc, il va voter pour les sujets qui font la différence. Après, les problèmes avec les immigrés, il y en a partout en Europe. Il y a en Allemagne, en Angleterre, en France, etc. Et puis il y avait une autre absurdité aussi que je voulais vous parler, que j'ai rencontré au cours de ces 20 dernières années. Je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'en 1991, les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler. Voilà, c'est vrai. D'accord. Ils avaient le droit de travailler jusqu'en 1991. Et c'est en 1991 qu'on a décidé que les demandeurs d'asile n'avaient plus le droit de travailler. Et que ce qu'ils devaient faire, c'était de rester dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et on leur donne chaque la béquille. Vous voyez, hein, ça aussi c'est un truc que je n'ai jamais compris. D'accord. Et aujourd'hui, en matière d'argent, ce n'est pas d'argent, je veux dire, on leur donne, ils vivent avec 6 € par jour et par personne. Je vous dis, 6 €, c'est 2 € le petit déjeuner, 2 € le déjeuner, 2 € le déjeuner et 2 € le dîner. 6 € par jour. Et on les empêche de travailler. Donc on les empêche. Ils ont tous envie de travailler, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Et ça dure depuis 1991. Comme ils ont 2 heures de FLE par semaine, de toute façon, ils ne peuvent pas travailler. Oui, mais sauf que ces 2 heures de FLE, ils ne peuvent les avoir que quand ils seront réfugiés en même temps. Parce qu'ils n'ont ni le droit de travailler, ni le droit de se former. Ah, même les demandeurs d'asile. Non, même les demandeurs d'asile. Ils n'ont le droit que de glander. Tout ce qu'ils ont le droit de faire, c'est de glander, c'est ça. Oui, parce que moi je voudrais dire, parce que je suis vraiment très triste. J'habite vraiment en plein cœur de la cité, un immeuble 75 logements. Je fais partie du conseil syndical et j'ai à longueur sur le WhatsApp. Mais c'est plus possible, ça se détériore, l'ambiance. Oui, il y a énormément, pas trop dans notre immeuble, c'est une copropriété, mais tout autour, quand moi je reviens effectivement de la peste, je traverse cette place de Berre que j'aime bien, parce que le soir, justement, il y a toutes ces familles, tous les enfants, tout, voilà. Et bien, les gens ne supportent plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne réponds pas. Eh ben, on garde cette question-là, parce que ce sera effectivement peut-être davantage notre ligne de questionnement et d'échange la prochaine fois. Voilà, là, on a un peu planté le décor, essayé de comprendre et puis essayé de définir les choses. Et la fois prochaine, on s'interrogera. Alors oui, je vous laisse peut-être annoncer un peu la suite. Oui, aller voir déjà l'étranger dans la Bible, qu'est-ce qu'on en dit, dans l'expérience des chrétiens. Et puis concrètement, là, on a déjà évoqué un peu le parcours d'obstacles du combattant pour avoir des papiers, et puis les solidarités, comment elles peuvent s'exprimer, là où on est, les expériences, partager des expériences. Voilà. La pensée sociale de l'Église aussi. La pensée sociale de l'Église. Mais effectivement, là, parmi nous, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent témoigner aussi d'expériences, d'engagement, qu'elles ont. Et puis, vous pouvez en inviter d'autres. C'est pas parce qu'on n'est pas venu à la première qu'on ne vient pas à la seconde. Voilà, donc on peut se donner rendez-vous dans 15 jours. Il y a une petite plaquette qui s'ouvre à l'extérieur. Voilà. Mais où je voulais comprendre, les grandes plaquettes qui sont sur le Ah oui, c'est à disposition. Oui. D'accord. Bon. Et oui, et donc il y a l'article dont on a parlé, tu peux le mettre sur l'article, qui est là, mais on le mettra aussi sur le site. Justement. Tout le monde pourra se le procurer. On n'a pas voulu faire de tirage à l'avance, mais voilà. Merci beaucoup, merci à vous.